Bonjour à tous, on est vendredi 3 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Oui, je suis content que tu aies bien noté la date. Et encore une fois, jolie chemise. C'est une bonne idée. Larry, comme tu le sais, en ce moment, il y a les funérailles du guide suprême de l'Iran. Plus de 100 pays y participent. Et notre. Tu connais Patrick Henningsen? Oui. Ah oui, je connais Pat. Oui, il est là. Il est sur place. Oui, exactement. Eh bien, tant mieux pour lui. Oui. Et puis, il y a une certaine crainte, en fait, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Le sentiment qu'Israël pourrait faire quelque chose de stupide pendant cet événement. Quelle est votre lecture de la situation? Vous pensez qu'un tel scénario est possible? Écoutez, je comprends bien que, quand je dis qu'Israël n'est pas aussi stupide, on peut me répondre avec des tas d'exemples où Israël a fait quelque chose d'incroyablement stupide. Mais s'ils avaient attaqué, tenté une sorte d'attaque pendant les funérailles, dans le but de tuer l'un des dirigeants iraniens, alors qu'il y avait Dmitri Medvedev de Russie sur place, je ne sais pas si le représentant chinois, c'était Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères. Non, non, c'est un représentant du Parti communiste, si je ne me trompe pas. Il y a la délégation venue d'Inde. Je ne sais pas qui ils ont envoyé, mais tu sais, ça aurait des répercussions à l'échelle mondiale. Je dirais que pour ceux qui souhaitent la destruction d'Israël, ils devraient sans doute espérer que ça arrive, parce que si Israël lançait une attaque de ce genre, ça conduirait probablement à sa propre destruction. Je ne vois pas l'Iran se retenir dans sa riposte, et cette riposte continuerait jusqu'à ce qu'Israël se rende. Donc je ne pense pas que ça arrivera, tout simplement parce que même si Israël agit parfois de façon suicidaire, là ce serait un vrai suicide. Et je pense que Bibi et d'autres comprennent bien que ça isolerait encore plus Israël, d'une manière dont il ne l'a jamais été auparavant. Ici, il est écrit vice-président du Congrès national du peuple de Chine. Ouais, je sais pas trop, je connais pas bien les postes en Chine, mais il dit qu'il est vice-président de la Chine. Mais si on regarde les pays autour de l'Iran, tous, leurs présidents, leurs premiers ministres sont là, sauf l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Eux, ils ont envoyé le président du Parlement à l'événement. Et Erdogan a dit qu'après ça, après les funérailles, il ira lui-même en Iran. Erdogan. Who said that? Erdogan. Oh, Erdogan. Okay. Ah, Erdogan. D'accord. Mais encore une fois, on a la Turquie d'un côté, l'Azerbaïdjan de l'autre. Je suppose que l'Arménie avait envoyé quelqu'un. I presume Armenia sent someone. Langsame he said Pachinian. Pashinyan's there. Okay, so this Pachinian est là. D'accord. Donc ce serait complètement insensé d'essayer d'attaquer. Vous savez, on a déjà eu des funérailles très médiatisées par le passé, et il y a toujours eu des craintes exprimées. Mais vous voyez, quand John F. Kennedy a été assassiné, des dirigeants du monde entier sont venus. Donc oui, je comprends. C'est pas idiot de se demander si c'est possible, mais je ne le pense pas. Je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit à ce niveau-là. it's not. I don't think anything's going to happen in that regard. On dirait que l'espace aérien de l'Iran est fermé. Enfin, au moins celui de Téhéran. Vous savez, c'est pas tout le pays, mais l'espace aérien de la province de Téhéran est fermé. Ce n'est pas la ville de Téhéran en elle-même. C'est pour éviter toute forme d'attaque ou quelque chose du genre. Franchement, je ressens la même chose, Larry. Je ne pense pas qu'Israël serait assez stupide pour aller jusque-là. Ce serait vraiment trop. Tout revient à la question. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Disons qu'ils parviennent à tuer l'ayatollah,
D'accord? Eh bien, ça ne fera pas s'effondrer l'Iran. Tout ce que ça fera à ce stade, c'est mettre encore plus en colère les Iraniens. Et puis, jusqu'à présent, on peut dire que les Iraniens ont été très imprudents d'accepter des accords, de consentir à des cessez-le-feu. Mais, vous savez, je ne connais pas leur situation interne, ni leur façon de raisonner. Ils auraient très bien pu dire « Non, on ne s'arrêtera pas tant qu'Israël ne se sera pas retiré de Gaza, tant qu'Israël ne se sera pas retiré de la Cisjordanie, ou alors nous détruirons Israël. » Et là, à ce moment-là, les Israéliens auraient dû reconsidérer ce qu'ils font. Par le passé, quand des scientifiques iraniens, des personnalités publiques ou des responsables politiques ont été assassinés, on n'a pas vraiment vu de réaction directe face aux actions d'Israël. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va changer quelque chose cette fois? Eh bien, je ne sais pas. Si on se base sur l'histoire pour prédire l'avenir, on dirait sans doute que non, ça ne va pas changer. Et dans ce sens-là, l'Iran restera une cible. Mais si au contraire, l'Iran décidait de dire « Très bien, on va tout lancer contre Israël, on va détruire chacune de leurs bases militaires, tous leurs sites de recherche nucléaire, tout, on ne s'arrêtera pas », là oui, ça enverrait un message. Et à ce moment-là, je pense qu'Israël serait vraiment en difficulté. Jusqu'à présent, ils ont pu mener ces opérations terroristes sans en subir de véritables conséquences. Donald Trump essaie de convaincre les Iraniens non seulement d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans aucun péage ni frais, mais aussi de récupérer leurs avoirs gelés. Et selon les informations, l'Iran aurait refusé cette proposition. Hier, il a dit qu'il utilisait la partie sud du détroit d'Ormuz avec le gouvernement omanais et qu'il faisait appel aux forces américaines pour aider ses navires à traverser le détroit sans que l'Iran ne s'en aperçoive. Ils disent on coupe tout et on passe. Admettons. Combien de navires peuvent-ils vraiment soutenir ou aider à passer par le détroit d'Ormuz au fil du temps? Eh bien, il sous-entend qu'il y a des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas le cas. Voilà, c'est la première chose. Les escortes, soi-disant qu'ils ont mises en place, c'est juste des avions qui survolent la zone. Mais ce ne sont pas des avions de combat. Ce ne sont pas des appareils capables d'assurer un appui aérien rapproché, ce sont plutôt des avions de surveillance. Je regarde la carte en ce moment, le détroit d'Ormuz, sur marinetraffic.com. Il n'y a absolument rien qui bouge là-dedans. Il y a apparemment un navire chinois qui s'appelle le King Chain, en route vers Singapour. Mais il est, disons, à mi-chemin, en plein milieu du chenal. Donc on dirait qu'il suit la route iranienne, pas la route omanaise. Je regarde simplement quels autres navires sont sortis ces derniers temps. J'en vois seulement 2 ou 3. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Regardez, c'est là le problème pour Donald Trump. Il avait dit qu'on serait à court de pétrole en 4 semaines. Il a dit ça il y a 3 semaines. Et en fait, il n'a pas tort sur le calendrier, parce que le type de pétrole qui vient du Golfe Persique, c'est ce qu'on appelle du brut sourd, un pétrole à forte teneur en soufre. Les États-Unis peuvent produire du diesel à partir de brut sweet, donc à faible teneur en soufre. Mais le problème, c'est que la plupart des raffineries américaines ne sont pas conçues pour fabriquer du diesel et du carburant d'aviation à partir de ce brut léger. Elles ont besoin de ce pétrole plus soufré qui vient du Golfe Persique. Et je pense qu'au moins avant le 28 février, environ 10% de l'approvisionnement américain provenait du Golfe Persique. Alors, depuis avril, enfin, depuis le 11 ou le 18 mars,
C'est à ce moment-là que la secrétaire Wright a annoncé qu'on allait commencer à puiser du pétrole dans la réserve stratégique. Ils en retirent environ 1 400 000 barils par jour de ce brut dit sourd, riche en soufre, qu'on utilise pour fabriquer du diesel et du carburant d'aviation. À ce moment-là, ils avaient une réserve pour 120 jours. Eh bien, faites le calcul. De mars jusqu'à aujourd'hui, il leur reste à peu près 8 jours. Après ça, ils auront épuisé ce qu'il y a dans la réserve stratégique. Ils n'auront plus rien à en tirer. Ce qu'ils espéraient, quand Trump a signé ce protocole d'accord, c'était un retour rapide du pétrole vers les États-Unis. Et ça, clairement, ça ne se produit pas. La plupart du pétrole qui sort du Golfe Persique en ce moment part vers la Chine et la Corée du Sud. Il va en Asie, pas aux États-Unis. Et il faut bien garder une chose en tête. Imaginons qu'il ait 10 gros pétroliers, vous savez, les VLCC, les supertankers, remplis à ras-bord, chacun avec 2 millions de barils de pétrole. Ça fait 20 millions de barils, soit l'équivalent d'une journée de consommation aux États-Unis, qui viennent juste de quitter le détroit d'Ormuz. Il leur faudra 42 jours pour atteindre les États-Unis à cause de la vitesse à laquelle ces navires naviguent. Donc, les États-Unis font face à un vrai problème. Ils ne vont pas avoir assez de pétrole à forte teneur en soufre, celui dont ils ont besoin pour produire du diesel et du carburant d'aviation. Et ça va provoquer des pénuries et ça va entraîner de sérieuses difficultés économiques. Et le Venezuela? Le Venezuela ne comble pas le déficit. En ce moment, en dehors du Golfe Persique, les plus gros fournisseurs de ce pétrole à forte teneur en soufre sont le Canada, le Mexique et le Venezuela. Mais encore une fois, ce n'est pas comme s'ils pouvaient appuyer sur un interrupteur et augmenter la production. Le Venezuela produit déjà autant qu'il le peut. Parce que les infrastructures ne sont pas là. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement une question de ressources ou de ce qu'ils possèdent. Il faut aussi pouvoir les exploiter. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, Larry, les forces armées du Yémen ont déclaré que ce vendredi, des avions de guerre saoudiens avaient violé l'espace aérien du Yémen pour tenter d'empêcher un avion civil iranien transportant plus de 200 citoyens d'atterrir à l'aéroport de Sanaa, au Yémen. Ensuite, comme tu le sais, ils ont affronté les avions saoudiens, ou le chasseur saoudien, avec leur défense aérienne, et ont fini par forcer le jet saoudien à quitter la région. Franchement, je ne comprends pas le comportement de l'Arabie saoudite au Yémen. Cela fait 11 ans que ce genre d'action se répète contre le Yémen, et on a vraiment l'impression qu'ils n'en tirent aucune leçon. Oui, enfin, c'est l'un des obstacles, ou des obstacles potentiels, même si les Saoudiens et les Iraniens ont rétabli leurs relations diplomatiques. C'est l'un de ces points de friction dans leurs relations qui peut en fait creuser encore un peu plus l'écart. Vous savez, quelqu'un m'a dit hier, quelqu'un qui vit dans la région, un consultant en énergie. Il m'a dit, on ne peut tout simplement pas faire confiance aux Saoudiens. Ils vous disent une chose et font exactement le contraire. MBS, c'est un vrai problème. Et on en a eu un aperçu l'autre jour quand tous les représentants, tous les pays de la région, sauf l'Iran, se sont réunis avec Brad Cooper, l'amiral à la tête du CENTCOM. En gros, c'était, disons-le, une réunion anti-iranienne. Et franchement, ces pays auraient dû dire aux États-Unis « Non, désolé, on ne vient pas à ça ». Donc au fond, ils n'ont toujours pas rompu leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Oui. Je pense qu'avec la nouvelle réalité du détroit d'Ormuz, il y a des gens, des pays, qui essayent en ce moment de se rapprocher à la fois de l'Iran et d'Oman. Par exemple, la France,
avec Macron, a discuté avec le gouvernement omanais d'une nouvelle forme d'approvisionnement d'Oman vers la France. Et aujourd'hui, on a au moins 3 acheteurs japonais qui négocient avec les Iraniens. Je ne sais pas combien exactement. Ça fait un moment qu'ils n'ont plus reçu de pétrole ou de gaz d'Iran. Mais en ce moment, ils sont en discussion avec les Iraniens. Ils veulent normaliser la situation. Ils veulent recevoir plus de pétrole d'Iran. Et en même temps, ils sont d'une certaine façon sous l'influence de la politique étrangère de Washington. Je ne sais pas comment tu vois la réaction de Washington s'ils décident d'acheter du pétrole iranien et deviennent, d'une manière ou d'une autre, dépendants de ce pétrole. Parce que quand on achète du pétrole à certains pays, il faut adapter tout le système de raffinage. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles la Chine n'a pas changé de fournisseur en passant de l'Iran à d'autres pays. Right. Yeah, no, look, this is, Oui, c'est ça. Écoutez, il y a beaucoup de problèmes, disons, internationaux, des défis à ce niveau-là. Par exemple, si les Japonais décident de faire ça. Et puis, il y a aussi des problèmes biologiques et environnementaux. Ce que les gens ont oublié, c'est que tous ces navires qui restent à l'ancre dans le golfe Persique, ils ont des équipages à bord. Et ces équipages utilisent leur système d'égout interne. Beaucoup de ces navires rejettent leurs eaux usées directement dans le golfe Persique. J'ai lu récemment qu'à Dubaï, les plages commencent à être contaminées par des déchets humains. C'est vraiment dégoûtant. Et personne n'a vraiment réfléchi aux conséquences de la présence de tous ces navires, avec toutes ces eaux usées déversées dans le golfe Persique, qui est en fait un système presque fermé. L'eau ne s'évacue pas tout de suite vers l'océan. Donc, oui, il va y avoir d'autres conséquences à long terme à cause de ça. There's going to be some other long-term consequences from this. Yesterday, I talked with Professor Ted Postel. Hier, j'ai parlé avec le professeur Ted Postel. Il analysait le système Patriot et le système de défense aérienne d'Israël. Il avait apporté des vidéos et il m'a expliqué certaines réalités que je ne connaissais pas. On connaissait déjà les conséquences, le contexte de ce qui se passe. On avait, disons, une idée générale de la situation pendant ces jours-là. Mais lui, il a apporté des détails sur la façon dont ces missiles fonctionnent, comment ils se déplacent, ce genre de choses. Et dans les vidéos, il montre tout ça. En gros, il dit, regardez bien les images. Tu te souviens de nos amis, comme Max Blumenthal et les autres, ceux qui sont allés en Iran pour voir certains de ces missiles. Ils ont pris des photos, et sur ces photos, on voit les ailerons. Il y a la tête de guerre, et cette tête a des sortes d'ailerons, des ailes, ou quelque chose comme ça. Ce que le professeur Ted Postel a expliqué, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les systèmes de défense aérienne, parce que ça veut dire que le missile est manœuvrable. S'il se dirige dans une direction, il peut ajuster sa trajectoire pour atteindre sa cible. Et c'est beaucoup trop difficile pour le système Patriot, ou pour n'importe quel autre système de défense aérienne, d'intercepter ce genre de missile. Right. Yeah, no, I think I didn't see. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas encore vu ton interview avec lui, mais j'ai vu qu'il avait fait quelque chose de similaire avec Danny Davis. Et il a souligné que le système Patriot n'était efficace qu'à 10%. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'Iran est en position de causer de vrais dégâts à Israël avec ses missiles balistiques s'il décide d'y aller à fond, sans s'arrêter. Parce que, sur toutes les roquettes tirées pour la défense aérienne pendant les 42 jours, du 28 février au 7 avril, les 2/3 provenaient des systèmes américains, Patriot et THAAD. Et d'après TED, moins de 10% ont atteint leur cible. Ça veut dire que plus de 90% des missiles balistiques sont tombés en Israël sans être interceptés. C'est pour ça que je continue à dire que l'Iran est en réalité en position de force. Si Israël ne s'arrête pas, alors l'Iran peut vraiment leur infliger des dégâts importants.
on can really do significant damage to them. Yeah. One of the war Une des ogives qu'il nous a montrées, elle faisait comme ça. Elle sautait, sautait, sautait comme ça. jumping like this. Oui, Yeah, the other one was somehow zigzag. L'autre faisait, disons, un mouvement en zigzag comme ça. And Et d'après lui, il y aurait une sorte de moteur derrière qui permettrait à ces engins de faire ce genre de manœuvre avant d'atteindre leur cible. C'est trop compliqué. Je ne sais pas si un seul système de défense aérienne au monde serait capable d'intercepter ce type de missile. En fait, la technologie des missiles est bien plus avancée que celle des systèmes de défense aérienne. Pas seulement en Iran, mais aussi en Russie et partout ailleurs. Not only in Iran, in Russia, everywhere. Mhm. oui, En gros, Yeah, no, look, it is the. oui. Écoutez, on l'a bien vu maintenant, que ce soit avec les systèmes de missiles patriotes en Ukraine ou en Israël. Ils ne fonctionnent pas. Enfin, ils peuvent marcher contre certaines cibles, mais face aux missiles de croisière ou aux missiles balistiques, ils sont inefficaces. They're ineffective. oui, l'assassinat fait partie de la stratégie israélienne. Et un nouveau rapport montre que les Israéliens voulaient assassiner Araghchi, le président du Parlement iranien, pendant les négociations qu'ils menaient avec les Américains. In the negotiations they had with Americans. Well, yeah, Oui, c'est une vieille histoire. that's old news. Mais comme c'est ressorti hier, il faut se demander pourquoi ils reparlent de quelque chose d'aussi ancien maintenant. Why are they reporting old news like that now? And I was saying, is it just that it's a slow news day? Je me disais, Why? est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter aujourd'hui? C'est pour ça. The fact of the matter is that Mais en réalité, quand on regarde ces négociations, je crois que Pepe et moi, on en avait parlé il y a environ un mois et demi, pendant le premier cycle de discussion, il y avait une vraie inquiétude. D'ailleurs, le professeur Morandi en avait parlé. Ils avaient reçu des informations selon lesquelles Israël aurait tenté d'abattre l'avion iranien qui ramenait la délégation à Téhéran. Alors moi je vois ça et je me demande pourquoi ils diffusent ça maintenant. So I look at that and say, okay, why are they putting that out? Or another piece of really old news that's Ou alors, une autre info complètement dépassée mais vraiment étrange, c'est que le CENTCOM annonçait que « Oh, les marines viennent d'arriver dans la région. Le USS Boxer est sur place. » Et là, on se dit « Pardon? Le Boxer a quitté San Diego le 18 mars de cette année. On est maintenant en avril, mai, juin, ça fait presque 4 mois. Ce navire n'a pas mis 4 mois pour atteindre la mer d'Arabie ou le golfe d'Oman, ou peu importe où il est en ce moment. Il y est arrivé en 40 ou 50 jours. Alors, pourquoi ils annoncent ça maintenant, comme si c'était une nouvelle? C'est complètement fou. Et beaucoup de médias ont repris l'info. It's just crazy. And a lot of the media was running with it. Oh, the Ah, les marines renforcent leurs troupes. Les marines sont là. Marines are here. They got- Guys, they've been there all along for the Écoutez, last 2 months. ils sont là depuis 2 mois déjà. I think the Le vrai issue problème now is maintenant, c'est de savoir combien de temps on peut garder des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans enfermés sur un navire. Ils ont besoin de bouger, de faire du sport, d'être actifs, bref, de sortir. À la place, ils sont coincés à essayer de s'entraîner à bord d'un bateau. Bon courage pour ça. Trying to exercise on board a ship. Good luck with that. I remember after Madame, oui. that first Je me souviens qu'après cette première rencontre entre la délégation iranienne et les Américains, à leur retour, ils ne sont pas allés directement à Téhéran. Ils étaient ailleurs parce que j'étais en contact avec le professeur Marandi. Je lui ai demandé « Où êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ?» Il m'a répondu « Je ne suis pas à Téhéran, je suis ailleurs et nous allons y aller bientôt. to Tehran and Yeah, I think they Je went- crois qu'ils y sont allés en train. Oui, exactement. Yeah. but they were, somehow when Mais en arrivant en Iran, ils n'étaient plus tous ensemble.
Ils se sont dispersés dans différentes directions pour éviter le moindre problème. Parce que c'est incroyable, vraiment, quand on y pense. So amazing, looking at. Well, You again, see. the Encore une fois, si on veut appeler ça une stratégie, il faut se demander quel est l'objectif stratégique de tuer les gens qui sont, disons, les plus modérés, les plus ouverts à la négociation. Parce qu'une fois qu'on les élimine, il ne reste plus que ceux qui disent « Pas question, on n'a rien à négocier, on va vous tuer ». En quoi est-ce que ça sert les intérêts d'Israël? Franchement, ça me dépasse complètement. I'm completely baffled by that. Because they're so afraid of negotiations between Iran and the United Parce States. qu'ils ont tellement peur des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Je ne parle pas du contenu, non. Ils ne veulent tout simplement pas de négociations entre les deux camps. Ça les effraie. Ils sont terrifiés par toute forme de discussion. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, Ali Larijani. Quelle était la principale raison de l'assassinat d'Ali Larijani ou de Kamal Karazi, qui a été tué avec sa femme? Ces hommes ne faisaient pas partie de l'armée. Ils ne participaient pas aux attaques contre Israël. Ils négociaient avec les États-Unis, ils parlaient avec les Américains, mais Israël ne veut pas de ça. Je ne sais pas à quel point c'est compris à Washington, ni s'il y a quelqu'un là-bas qui saisit vraiment ce qui se passe avec les Israéliens et les étrangers, et la manière dont ils essayent désespérément d'éliminer tous ceux qui sont prêts à dialoguer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Larry, est-ce que tu penses que les États-Unis se préparent à une nouvelle guerre? Oui. No, I don't. Again, I come back. Non, pas du tout. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos du pétrole. Le problème du carburant diesel auquel les États-Unis sont confrontés est grave, et il ne reçoit pas du tout la couverture médiatique qu'il devrait avoir. Mais on va se retrouver avec des pénuries de diesel ou de carburant d'aviation, et les raffineries devront choisir lequel elles produisent. Ce n'est pas comme si les États-Unis avaient une réserve magique qu'ils pouvaient simplement déverser sur le marché. C'est comme ça qu'ils ont réussi à maintenir le prix du pétrole bas ces 3 derniers mois. Le pétrole qui est actuellement à bord des navires, une fois déchargé, se vend en réalité entre 110 et 120 $ le baril. Upwards of $120 a barrel. It's not $80 a barrel. It's not $70 a barrel. It's much more. Ce n'est pas 4,20 $ le baril. Ce n'est pas 70 non plus. C'est bien plus que ça. Mais on a des médias qui se racontent des histoires et qui en racontent à tout le monde. Et personne ne semble vouloir comprendre la réalité de la situation. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le type de pétrole ou la façon dont une raffinerie est conçue pour traiter et raffiner le pétrole détermine le type de pétrole qu'elle peut recevoir. Donc, ce n'est pas aussi simple que de détourner le pétrole du Texas occidental, celui qui est facilement disponible, et de l'envoyer vers la côte du Golfe des États-Unis. C'est bien plus compliqué que ça. It's much more complicated than that. And so with this shortage coming Et donc, avec cette pénurie qui se profile, si les États-Unis décident de relancer des opérations de combat, ils devront prendre du carburant d'aviation aux compagnies aériennes civiles. Ce qui veut dire que l'aviation civile va se retrouver dans une phase de forte contraction. Alors, quelles en seraient les conséquences économiques? Eh bien, elles sont énormes. L'économie américaine, on vit dans un monde complètement illusoire. J'ai toujours beaucoup aimé le film The Big Short, justement parce qu'il montre très bien l'état de déni du marché aujourd'hui, le même qu'en 2008. Vous savez, il y en avait quelques-uns qui voyaient déjà que le marché immobilier allait s'effondrer. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et ça allait forcément s'effondrer. Mais pour tout le monde d'autre, ah non, c'est fou, t'as perdu la tête. Tout allait bien. Et puis finalement, tout s'est effondré.
On est dans une situation un peu similaire aujourd'hui, sauf que cette fois, on parle du pétrole et d'une chaîne d'approvisionnement mondiale en crise, complètement engorgée, soutenue par, disons, des milliers de milliards, voire peut-être un quadrillion de dollars de paris sur des produits dérivés. En gros, c'est le plus grand fichu casino de l'univers, où tout le monde parie sur la direction que va prendre le prix du pétrole et sur ce qui va se passer ensuite. Et quand ceux qui ont parié du mauvais côté feront faillite, ça va se répercuter partout dans l'économie, dans les banques, dans tout le système financier et même sur les chaînes d'approvisionnement. C'est, en gros, le résultat de la politique étrangère des États-Unis au cours des 5 dernières années. D'abord, ils ont lancé un affrontement avec la Russie, l'un des principaux fournisseurs de pétrole et de gaz, en Ukraine, et ils ont saboté le gazoduc Nord Stream. En ce moment, la guerre au Moyen-Orient contre l'Iran a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz. Voilà, ce sont les conséquences des deux administrations, celle de Biden et celle de Trump. Et personne ne semble vouloir reconnaître que c'est le résultat de notre propre politique. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce qui est décevant, à mon avis, Larry, c'est qu'on va voir cette guerre continuer encore et encore, jusqu'au dernier moment de cette administration. Tu dis qu'ils ne vont pas relancer une guerre, mais on risque d'avoir une sorte de conflit, coup pour coup, quelque chose comme ça, jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Eh bien, les attaques isolées, vous savez, ça ne m'inquiète pas vraiment, parce qu'on ne peut pas maintenir des opérations de combat comme ça. Ce qui a retenu mon attention, c'est la guerre qui a commencé le 28. J'étais l'un des rares à dire que ça allait arriver. Vous savez, d'autres, comme mon cher ami Ray McGovern, pensaient autrement, et il avait de bonnes raisons de défendre son point de vue. Ce n'est pas qu'il ignorait les signes, loin de là. Mais moi, ce que j'observais de très près, c'était, disons, l'infrastructure nécessaire pour que des opérations de combat puissent avoir lieu. Et après 23 ans passés à concevoir des exercices pour les forces spéciales américaines, je connaissais bien toute la phase de préparation, tout ce qu'il faut mettre en place avant de lancer une opération de combat. Et forcément, ça veut dire qu'une bureaucratie s'est mise en place. Dans ce cas précis, on les appelle les CAT, pour Crisis Action Teams, les équipes d'action de crise. Alors ces CAT regroupent différentes personnes selon le commandement concerné. Par exemple, au commandement central, c'est l'amiral Brad Cooper qui est aux commandes. Il a un adjoint, je ne connais pas son nom, il dispose d'un centre des opérations qui est normalement occupé en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais avec un effectif très réduit. Il n'y a que quelques personnes qui rédigent un compte-rendu de ce qui s'est passé pendant la nuit et l'envoient au commandant, en l'occurrence à l'amiral. Mais au moment où ils ont décidé de dire « bon, on va lancer cette attaque contre l'Iran », là, d'un coup, ils ont activé le CAT. Et vous savez, dans l'armée, il y a différents départements. Celui qui s'occupe de l'administration, celui du renseignement, celui des opérations, celui de la logistique et celui de la planification. Tous ces services sont regroupés au sein du CAT. Et puis s'il y a des partenaires de liaison, comme la CIA, la National Security Agency ou la Defense Intelligence Agency, eux aussi rejoignent le CAT. Chacun a son bureau, son ordinateur, des tâches précises à accomplir, des informations à collecter. Il y a des ordres à rédiger. Alors quand tout ça a été mis en place, vers le 21 février, je me suis dit, d'accord, on part en guerre. On ne met pas en place un dispositif comme ça. On ne le déploie pas, sauf si on prévoit de mener des attaques. Alors pourquoi est-ce que je dis maintenant que je ne vois pas ces attaques se produire? Parce que ce système a été démonté, d'accord? Il n'est plus actif.
Ils en sont revenus aux 2 ou 3 personnes, hommes et femmes, qui travaillent dans le centre des opérations. Ceux du service de nuit, oui, c'est pas drôle, ils sont revenus, je crois, à des équipes de 8 heures. Quand on est dans un CAT, c'est 12 heures de travail, 12 heures de repos, et c'est épuisant. Le faire 3 ou 4 jours, ça va encore. Mais pendant 3 mois, c'est infernal. Donc, à ce que je comprends, aucun de ces CAT ne fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À la place, ils tournent 5 jours par semaine, de 8 heures à 17 heures. Et quand on fait ça, on ne prépare pas des opérations militaires. C'est un de ces signaux d'alerte, un de ces indicateurs qui te disent si on parle d'aller en guerre ou pas. Eh bien, dis-moi, est-ce qu'on a les CAT en place? Et si les CAT sont activés partout, là oui, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et c'est exactement là où en sont les États-Unis. On a atteint nos limites en ressources. On a toujours fait comme si on avait des ressources illimitées, comme si on n'avait pas à se soucier de produire de nouveaux Tomahawk, parce qu'on en aurait plein, tu vois, que tout allait arriver dans le pipeline. Mais ce n'est pas vrai. Les Chinois, eux, détiennent 18 minéraux de terres rares, des minéraux déjà traités. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Parce qu'ils vont dire, eh bien, on a plein de terres rares ici aux États-Unis, ce qui est vrai. À 25-30 minutes d'ici, je peux vous emmener dans une mine qui s'appelle Mosaic. Là-bas, il y a d'énormes tas de matériaux extraits du sol, mis de côté, qu'on appelle des résidus miniers. Et dans ces résidus, il y a justement ces terres rares. Mais il faut les traiter, et ce traitement coûte cher, et il est polluant. Et devinez quoi? Le seul pays au monde, ou presque, qui fait ce traitement, c'est la Chine. C'est pour ça qu'ils ont quasiment le monopole là-dessus. Voilà où en sont les États-Unis. On veut construire de nouveaux missiles Tomahawk, mais il nous faut 18 minéraux rares, dont le gallium, et on n'arrive pas à s'en procurer. Donc, même si on a tout le métal et les matériaux pour les assembler, il nous manque ces éléments essentiels. Résultat, on ne produit aucun Tomahawk. C'est pareil pour les JASSM. Et puis, on a appris, il y a 2 semaines, que le secrétaire de l'armée de l'air a dit que les 6 derniers F-35 livrés à l'armée de l'air américaine, et il faut savoir que chacun coûte environ 100 millions de dollars, eh bien, chacun de ces avions a été livré sans radar dans le nez. Pourquoi? À cause des minéraux rares et des aimants venant de Chine. Ils n'en ont pas. Alors, pour que cet avion puisse voler correctement, il faut qu'il ait un certain poids dans le nez. Du coup, ils sont allés acheter des poids comme ceux qu'on utilise à la salle de sport. Vous savez, les disques qu'on met sur une barre pour soulever. Eh bien, c'est ça qu'ils ont mis dans le nez de l'avion. Mais ensuite, le secrétaire de l'armée de l'air a dit non. En ce qui concerne la préparation au combat, c'est-à-dire la capacité à décoller, à voler et à se battre, le F-35 n'est prêt qu'à 30%. En réalité, c'est entre 25 et 30% de disponibilité. Et pourtant, les États-Unis continuent de dire, comme Trump le répète sans cesse, qu'on est les plus puissants, qu'on a la meilleure armée du monde. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, un pur mensonge, une illusion qu'on se raconte à nous-mêmes. Israël veut être indépendant des États-Unis. Ils ne veulent plus, disons, dans une position de dépendance. En gros, c'est ce que Benjamin Netanyahou a expliqué dans ses recherches. Vous l'avez vu, c'était en hébreu, mais il y a quelques extraits de cette interview écrite qu'il a donnée dans le cadre de sa campagne pour faire une sorte de propagande en faveur de sa position en Israël. Mais au fond, ce qu'il dit, c'est « Nous allons être indépendants. Nous ne voulons pas être totalement dépendants des États-Unis pour tout ce qui concerne les missiles, les intercepteurs, tout ça. » Et il ajoute que non seulement Benjamin Netanyahou, mais aussi l'opposition, ont en réalité peur de la Turquie, alliée à l'Iran.
are afraid of Turkey together with Iran. And let's assume, Larry, tomorrow or the day after, Et imaginons, Larry, Israel que demain decides to ou go après-demain, on a Israël décide de lancer une attaque préventive. because always Parce Israel qu'en is going réalité, to c'est attack toujours Israel. présenté comme une attaque The préventive. other countries attack C'est pas, tu sais, Israel and Israel les autres pays responds. qui attaquent Israël Always et Israël attack qui other réplique. countries Non, as c'est souvent Israël qui they attaque argue d'autres that pays they preempted en disant que us. c'était They pour se gonna défendre avant d'être attaqués. attack us. Ils disent, That's ils why allaient we're nous attacking attaquer, them. donc on les a attaqués les premiers. What is the sentiment Alors, in quel est le the sentiment aux States? États-Unis face à cette guerre contre l'Iran? Outcome of this war against Combien de Iran? temps vont-ils continuer à se How battre long are ou à they soutenir gonna Israël? continue to fight or Parce qu'il y a quand même certaines Israel? limites à ce que les États-Unis peuvent faire dans la Well, région. there is some sort of limitations to what the United States can do in the region. Yeah, it is. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une séparation parfaite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de choisir entre Israël et l'Iran. D'un côté, les Américains ont une opinion très négative de l'Iran. L'Iran est perçu comme un État terroriste, un État islamique, fanatique, djihadiste, qui voudrait, je cite, imposer la charia, ce genre de choses. Mais en même temps, l'opinion publique à propos d'Israël devient elle aussi plus négative. Le soutien diminue. Le réflexe de soutien automatique qu'on voyait encore il y a une dizaine d'années envers Israël, ça c'est fini. Donc on va dans la direction opposée. Moins de soutien, moins d'intérêt, moins de volonté d'appuyer Israël. Less willingness to support Israel. Yeah. In Turkey, the foreign minister of Turkey was asked On a demandé au ministre des Affaires étrangères de Turquie ce qu'il pensait d'Israël et de la façon dont Israël est présenté en Turquie comme le principal ennemi au Moyen-Orient. Il a répondu, « Notre préoccupation, ce n'est pas Israël, parce que nous savons qu'ils ne seront pas capables de nous affronter. » Et Larry, quand il s'agit d'Israël, j'ai l'impression que les dirigeants israéliens sont complètement dans l'illusion sur la manière dont ils se perçoivent sur le plan militaire. Oui. Parce que quand on a une armée puissante, il faut aussi tenir compte de sa population, de la taille du pays et de sa capacité à se protéger sous terre, pas seulement à frapper quelques cibles depuis les airs. Oui, c'est ça. C'est vraiment la marque d'Israël, son arrogance. Cette combinaison d'arrogance et de suffisance, cette idée qu'ils se croient toujours meilleurs qu'ils ne le sont vraiment. Vous savez, objectivement, si on prend un peu de recul, on se dit, d'accord, Israël, il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est de voir combien d'analystes occidentaux critiquent la Russie pour, soi-disant, la lenteur de son offensive contre l'Ukraine. Et pourtant, quand on regarde l'immensité du territoire que la Russie a couvert, le nombre d'unités engagées et tout le reste, puis qu'on compare avec Israël, qui lui n'avait qu'une zone d'à peine 8 km de large sur 40 de long et qui contrôlait littéralement tous les points d'accès, à l'entrée comme à la sortie de ce territoire. Et pourtant, après presque 3 ans, ils n'ont toujours pas réussi à vaincre le Hamas. Ils ont tué énormément de civils, et c'est incroyable que les Palestiniens arrivent encore à survivre comme ils le font. Mais encore une fois, ça montre surtout que l'armée israélienne est en réalité assez faible. Ils ont une force aérienne puissante, capable de bombarder massivement les civils. Et ils sont vraiment très efficaces pour tuer des civils. C'est ce qu'ils ont démontré. À part ça, it's a summary de peu esphire. They prove to be very ineffective. Voici ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Qu'Israël, le régime israélien, n'est pas seulement un problème pour la Turquie ou pour Erdogan. C'est une crise pour toute l'humanité. Ce régime est devenu un fardeau pour l'humanité. Un fardeau qu'aucune personne dotée d'une conscience politique, économique ou humaine ne peut plus supporter. Et c'est bien ce sentiment-là. C'est pourquoi, à mon avis, en Israël, on a le sentiment que la Turquie est aujourd'hui l'ennemi principal.
Eh bien, encore une fois, c'est ça qui rend les Israéliens si exaspérants. Maintenant, ils présentent la Turquie comme leur principal ennemi, celui qu'ils doivent vaincre militairement une fois qu'ils en auront fini avec l'Iran. Mais quel pays leur fournit du pétrole? Qui est leur principal fournisseur? La Turquie ou Turquie? Et donc ils veulent se battre avec elle. C'est comme si, tu vois, imaginons que tout mon salaire, ou la plupart de mes revenus, viennent de toi, et que je vienne dans ton émission tous les jours pour t'insulter, te menacer, te traiter de tous les noms. Tu crois vraiment que je serais encore invité? Non, tu dirais, bannis-le, débarrasse-toi de lui. C'est pour ça que je dis que le manque de logique dans ce que fait Israël est tout simplement sidérant. Et encore une fois, ça vient de l'arrogance. Ils sont tellement sûrs d'eux. On sait mieux que les autres. On a la meilleure lutte antiterroriste. On a les meilleurs services, les meilleures méthodes, tout le reste. Oui. Le Jerusalem Post a rapporté, Larry, qu'il y avait un plan majeur pour renverser le soi-disant régime iranien en utilisant des forces kurdes soutenues par l'armée de l'air israélienne. Et ce plan aurait été saboté parce que J.D. Vance l'aurait, d'une manière ou d'une autre, divulgué à Erdogan. Ensuite, Erdogan aurait pris contact avec Donald Trump, et Donald Trump aurait décidé de ne pas aller plus loin. Quelle est votre compréhension de cette histoire? Est-ce que vous voyez une logique quelconque derrière tout ça? Non. Ce qu'on devrait avoir compris depuis longtemps, c'est que quand on traite avec des situations, des personnalités et des nations du Levant, de l'Asie de l'Ouest, du Moyen-Orient, peu importe comment on appelle cette région, il ne faut pas... Enfin, disons que la logique et la raison ne sont pas vraiment les qualités d'analyse les plus utiles. Alors, ils vont armer les Kurdes. Très bien, ils arment les Kurdes. Mais combien de Kurdes sont sous les armes? 2 millions? 3 millions? Non, bien sûr que non. Et ensuite, ils comptent faire quoi en Iran? S'ils veulent renverser le gouvernement iranien, ça veut dire qu'ils devront entrer et prendre le contrôle de Téhéran. Combien de soldats faudrait-il pour faire ça? Les Kurdes n'en ont pas autant. Ils ne sont pas si nombreux. Donc, même s'ils recevaient, entre guillemets, un soutien aérien des États-Unis, tout avion qui survolerait l'Iran à ce moment-là serait probablement abattu. Alors oui, je ne sais pas trop. Je pense que cette histoire est diffusée au minimum pour essayer de nuire à J.D. Vance. Parce qu'Israël est, je crois, vraiment en colère contre Vance. Justement, parce qu'il avance dans ses négociations avec l'Iran. Et tant que ces négociations continuent, il y a toujours une chance qu'ils finissent par conclure un accord. En gros, ces sionistes sur X, ils attaquent de tous les côtés. Pour moi, ce n'est pas du théâtre. Ce sont vraiment les Israéliens en Israël qui l'attaquent parce que, en coulisses, ils se comportent d'une manière qui va, d'une façon ou d'une autre, à l'encontre de Donald Trump et de ce que Donald Trump veut pour Israël. Et il essaie de convaincre Donald Trump. Moi, je ne vois rien de tout ça. Je ne vois pas Donald Trump impliqué à ce point-là. Oui, en fait, Trump n'a pas la main sur ce qui va se passer concernant l'Iran et la région. Alors je sais que les Pakistanais affirment avec insistance qu'ils maîtrisent la situation, mais ce n'est pas le cas. Et they don't. And I guess the variables are what are the Saudis going to do? Je suppose que la vraie question, c'est que vont faire les Saoudiens? Ils ont déjà montré, on ne peut pas forcément leur faire confiance. Disons les choses clairement. Si les Pakistanais réussissent à créer, disons, une force de sécurité pan-islamique qui regroupe l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Iran, avec le Pakistan, dans une alliance militaire,
Alors oui, là, ce serait un vrai tournant. Mais je ne pense pas qu'on en soit là pour l'instant. C'est censé aller dans cette direction, oui. Et si ça se produit, alors là, les Israéliens auront vraiment un gros problème. Bloomberg a rapporté que les pays européens se sont fait à l'idée que l'Iran allait imposer des frais dans le détroit d'Ormuz. Il considère ça comme inévitable et appelle l'Iran à aller dans ce sens. Alors Larry, imaginons qu'ils acceptent cette situation, qu'ils reçoivent plus de pétrole venant du détroit d'Ormuz et des pays du Golfe avec l'Iran. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent continuer la guerre en Ukraine? Ah oui. Pourquoi tu penses qu'ils ne le feraient pas? Continuer la guerre. C'est une grande question pour moi. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile à saisir pour les Européens. Vous savez, cette idée de combattre la Russie en Ukraine, ça ne va pas leur apporter grand-chose. Quel a été le bénéfice pour l'Europe jusqu'à présent? Cela fait 4 ans, presque 5, que la guerre en Ukraine dure. Voilà, tu recommences à raisonner logiquement. Bon, on en est à un moment de cette guerre où les pertes de l'Ukraine s'accélèrent. L'attaque de missiles et de drones que la Russie a lancée sur Kiev mercredi, c'était dévastateur. Ils ont détruit des sites industriels de défense essentiels. On peut se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Aucune idée. Mais bon, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ça ne mène nulle part. Ce qui compte, c'est la situation actuelle. En parallèle, la Russie détruit toutes les stations-service à l'est du Dniepr. Littéralement, plus personne ne pourra faire le plein d'essence. Donc ça va créer une vraie crise des transports pour les Ukrainiens qui vivent à l'est du fleuve. Et dans ce contexte, oui, les Européens, surtout les Britanniques et les Allemands, essaient d'envoyer davantage de drones. Et en faisant ça, ils se transforment en cibles potentielles. Et il y a déjà des confrontations. J'en ai donné un exemple hier soir. L'un des pétroliers russes s'apprêtait à quitter la mer Baltique, en passant par un détroit, et un navire de l'OTAN a essayé de l'arrêter. Un navire de guerre russe qui l'accompagnait est alors intervenu et a menacé le navire de l'OTAN. En gros, on va vous couler, reculez. Et le navire de l'OTAN a reculé. Donc, on peut très bien avoir d'autres confrontations de ce genre. Et il y a de fortes chances, si ça continue, qu'on finisse par avoir un incident qui pourrait dégénérer, au point que la Russie doive riposter, échanger des tirs ou lancer des frappes de missiles sur des cibles militaires importantes au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne. Parce que vous savez, Poutine l'a dit, il parle ouvertement d'entrer en guerre contre nous d'ici 1 an ou 2. Alors, ils ne peuvent pas faire comme si ce n'était pas une menace. Larry, quelle est ta compréhension de la Russie? Tu es allé en Russie depuis le début de la guerre. Je crois 2 ou 3 fois, non? Donc tu connais bien la situation là-bas. En ce moment, certains disent que la stratégie de Vladimir Poutine est peut-être mauvaise, que sa stratégie ne fonctionne pas et que les gens ne sont pas contents de ses décisions. Moi, je n'adhère pas à ce genre d'argument. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Comment tu vois ce qui se passe en Russie? Poutine ne prend pas les décisions militaires. L'état-major suit un plan qu'il a lui-même élaboré. Alors dans le passé, je pense que Poutine est intervenu pour insister sur le fait qu'il fallait vraiment limiter les pertes civiles et éviter de frapper certaines cibles. Ce qui s'est passé mercredi, c'est qu'il y a eu une série de frappes, disons dans une zone qui correspond un peu à la version kievienne du Kremlin, une zone gouvernementale que la Russie n'avait pas touchée depuis 4 ans.
Mais cette fois, ils l'ont fait. Et c'est là, à mon avis, que les gants sont tombés. They did now. So that's where I think the gloves are off. They reportedly hit the underground bunkers. Ils auraient frappé les bunkers souterrains où se trouvaient des responsables de l'OTAN. D'après une source, l'une des attaques contre l'hôtel aurait tué des officiers de l'OTAN. Et encore une fois, ça renvoie aux avertissements lancés par Lavrov il y a 2 semaines, quand il disait « Hé, vous tous, les Occidentaux, quittez Kiev au plus vite, parce que si vous restez, vous jouez avec votre vie. » On est donc entré dans une nouvelle phase de la guerre. Les Russes progressent sur toute la ligne. Et vous savez, je pense que beaucoup de gens seront surpris de voir où en sera la guerre à la fin du mois d'août. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné de l'administration Trump ou qui en ont été écartés pour différentes raisons. L'un d'eux, et à mon avis c'est important, c'est Dan Bongino. Il était, vous savez, le numéro 2 du FBI. Enfin oui, le directeur adjoint. Right, the deputy director. Exactement. Et il a démissionné. Avant d'arriver là, avant d'occuper ce poste, il était podcasteur. Oui, Et quand on regarde la façon dont il a changé, je ne sais pas si tu as écouté son podcast avant et après, pour comparer ce qui s'est passé. Il a vraiment changé. Et même, tu sais, Tucker Carlson l'a remarqué. Il a dit ça à propos de Dan Bongino. Voici ce qu'il a dit, Larry. si vite, il est passé de critique de l'État profond à son défenseur le plus acharné. À ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Dan? On a l'impression vraiment qu'il a craqué d'une façon ou d'une autre. Il est terrifié. Ça se voit. Je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que, pour avoir beaucoup parlé avec Dan Bongino, il a complètement changé du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose avec lui au FBI, quelque chose qui l'a brisé en tant qu'homme, qui a détruit sa vie et clairement sa carrière aussi. Aujourd'hui, Dan essaie de couvrir les activités du gouvernement permanent. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un changer à ce point ni avoir aussi peur. Il était au bord de la crise cardiaque. Tellement il avait peur. Je ne dis pas ça pour l'attaquer, mais j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé. Tu penses que ces gens sont vraiment comme ça? Moi, je l'ai vu avant qu'il fasse partie de l'administration Trump. C'était un type très sensible. Il réagissait, il critiquait, et puis il est entré dans l'administration, dans l'establishment. Il a essayé, tu te souviens de la tentative d'assassinat contre Charlie Kirk? Il est sorti en disant « Non, c'est pas vrai ». Pourtant, on a arrêté le gars qui a essayé de le tuer, qui a voulu l'assassiner. Tu vois, c'est énorme. Surtout quand on parle de ce type, Dan Bongino. Et ce qui est frappant, c'est que quand ces gens entrent dans le système, qu'ils découvrent cette immense machine de propagande et toute la corruption en coulisses, eh bien, d'une certaine façon, ils s'effondrent de l'intérieur. Yeah, well, I don't know. All we know is we are seeing. Eh bien, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on les voit faire un virage à 180 degrés. Vous savez, cette émission dont vous avez parlé, celle de Tucker, où il interviewe ce journaliste d'investigation qui pense avoir identifié la femme, une policière du Capitole, qu'il dit être celle qui aurait posé ces fausses bombes devant les sièges du Parti démocrate et du Parti républicain. Selon lui, ces bombes feraient partie d'un complot plus large visant à inculper Donald Trump et ses partisans. Et quand ce journaliste d'investigation, qui était en contact avec Dan Bongino, menait cette enquête pour essayer de découvrir qui était le vrai poseur de bombes, Dan Bongino l'a félicité. Dan Bongino praised this guy. I guess his name's Steve. Je crois qu'il s'appelle Steve. Il l'a félicité pour ce qu'il faisait. Et puis, dès que Steve a présenté des preuves réelles montrant que c'était une opération interne impliquant la police du Capitole, la CIA et le FBI,
Tout d'un coup, Bongino n'a plus voulu lui parler. Plus un mot, plus aucun contact, et il s'est mis à l'attaquer. Ce qu'il a souligné, c'est que Bongino est devenu prisonnier de l'état profond et qu'il continue à se ridiculiser. Oui, à une époque, je le regardais de temps en temps. Aujourd'hui, je ne lui accorderai même pas une minute. Il ne vaut vraiment plus la peine d'être regardé. Oui, mais il a changé. Ah oui, Oui, non, il est compromis d'une façon ou d'une autre. Et Nima Al-Khorshid a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, il a complètement changé d'avis. Il a fait un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'il disait avant d'entrer au gouvernement. Et en fait, j'étais assez naïf pour penser que quelqu'un comme Bongino, je croyais vraiment qu'il fallait quelqu'un comme lui, venu de l'extérieur, pour venir bousculer tout ça. Et au lieu de ça, eh bien, il est devenu prisonnier du système en un rien de temps. Par exemple, il faisait partie des principaux défenseurs de la publication des dossiers Epstein. Et puis, une fois en place, il est devenu l'un des premiers à participer à leur censure et à empêcher leur diffusion. merci. Merci Larry d'être avec nous aujourd'hui. Très bien, mon ami. Toujours un vrai plaisir. D'accord, on se reparle plus tard. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.